Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sur la radio Taxi FM, Taxi Presse de ce lundi 20 février 2017, c'est avec Idelphonse Apaki, le patron de la Gazette du Togo.com, Marc Abouflan, le patron du site elidafrique.com, et puis Michel Tchadia, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs. Nous aborderons, je veux dire, les questions d'actualité comme le sujet lié aux réformes politiques. Le ministre des Affaires étrangères récemment, dans une interview à nos confrères de Chivele, est revenu sur la question des élections locales qui doivent se tenir d'ici la fin de l'année 2017. On reviendra sur les sujets et puis sur le courrier adressé récemment par l'ANC à la présidente du HCRUN. On abordera toutes ces questions avec mes confrères en studio. Bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour Marc Abouflan. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Ça se passe bien, elidafrique.com. Très très bien, même si on a souvent des soucis avec la connexion internet. Mais bon. C'est un vrai problème finalement. Oui, c'est vraiment dommage que malgré tout ce qui se dit, on n'en arrive pas à avoir une connexion stable, de qualité. Et malheureusement aujourd'hui, le drame pour nous qui sommes dans la presse en ligne, c'est que quand Internet vous lâche, ou quand Internet est avec vous, c'est l'électricité qui vous lâche, et quand la société vous lâche, c'est Internet qui n'est pas présent. Ça rend difficile le travail, mais on est obligé de composer avec. Parfait, très bien. Oui, allez-y. Permettez que je dise un mot sur ce problème de connexion. J'étais au Parlement la dernière fois avec les députés du groupe parlementaire ANC. Alors, au sujet des interpellations des ministres, j'ai posé la question à Madame la présidente du groupe parlementaire ANC. Pourquoi certains ministres se comportent comme des super ministres? C'est-à-dire que la loi les autorise ou bien les oblige. Chaque fois quand l'Assemblée nationale ou les députés les interpellent. Je pense que nous avons des petits soucis là. En studio avec les confrères. Idelphonse, vous avez la parole. On présente nos excuses aux auditeurs parce qu'on a des petits soucis en interne ici qu'on est en train de régler rapidement. Oui. Alors, par rapport au problème que nous avons avec l'outil Internet, j'ai demandé à la présidente du groupe parlementaire ANC pourquoi depuis que la ministre Sina Lawson a été invitée au Parlement pour nous parler, ou bien pour parler aux élus du peuple des problèmes que nous avons par rapport à l'outil informatique. Elle n'est jamais arrivée. Aujourd'hui, comme Marc l'a dit, ces journaux en ligne ont des soucis de connexion. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on sache réellement ce qui se passe dans notre pays. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de l'Internet à l'époque où on est là pour travailler. Donc voilà, je tire juste la conclusion, puisque pour elle avait dit, je ne sais pas si elle viendra répondre aux questions des députés. Et c'est vraiment dommage pour le pays. Alors, quand on parle de l'Internet au Togo, Michel, est-ce que ça fait un sérieux problème finalement? La question de l'Internet, la connexion et tout ça, on a fait des promesses au Togolais depuis des années. On nous parle de... Vous vous rappelez la semaine dernière, il y a Move qui a communiqué sur comment est-ce qu'on appelle ça, le câble optique, la fibre optique, où il y a eu un refus finalement pour qu'on puisse faire la connexion d'ici Cara. Est-ce que ça peut être un problème? Non, je pense que si nous parlons de télécommunications dans notre pays, il faut être honnête pour reconnaître que ça ne va pas très bien. C'est vrai, on nous dit de temps en temps que des mesures sont prises, les autorités font de leur mieux pour que les consommateurs que nous sommes, nous puissions bénéficier des produits en qualité à moindre coût. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. L'Internet aujourd'hui, ma foi, vous allez dans un cyber, pour télécharger un petit dossier, il vous faut des heures. Alors que aujourd'hui, on parle de l'économie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, par le monde, c'est basé sur la communication. Et l'économie même est assise sur ça. Donc, si nous, les Togolais, nous éprouvons des difficultés à communiquer ou à surfer, à naviguer, je pense que depuis des années, depuis quelques années,
on dirait que cela va de mal en pis, au-delà même des discours que les gens tiennent. C'est pourquoi moi j'étais de ceux-là qui voulaient que Madame Sina Alonso, quand nous se présente devant les députés, pour nous dire exactement où en est le problème. Visiblement aujourd'hui c'est une super ministre. Eh ben, je ne sais pas si elle est super ministre ou pas, mais c'est le constat que peut-être le Togolais lambda constate, en tout cas remarque, parce que on a l'impression que bon, on ne peut pas la faire bouger. Mais on est dans une république, la république a des exigences. Quand un ministre refuse d'aller devant les parlementaires, mais allez-y comprendre. Parce qu'on a à chaque fois évoqué le problème de calendrier, le problème d'emploi du temps et autres. Mais moi, je ne vois pas ce qu'un ministre peut faire de plus meilleur que d'aller dire devant la représentation nationale ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle fera. C'est basique, c'est simple. C'est simple. Les Togolais ont besoin de comprendre la télécommunication, qu'est-ce qui ne va pas. Regardez comment Romain Taba est en train de se battre depuis qu'il a pris Togo Télécom qui était très bas. Il est en train de se battre. Mais jusque-là, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Franchement, j'espère qu'avec tout ce qui se dit ici et là, les autorités, peut-être, en tout cas dans ce domaine, sont en train de s'efforcer pour voir si, en matière de communication, ça peut aller mieux. Parce que des fois, aujourd'hui, vous voulez mettre un coup de fil, il va falloir essayer 4 ou 5 fois. Et imaginez si c'est les braqueurs qui envahissent votre maison la nuit, vous voulez appeler le secours. Et ça ne marche pas. Alors que le coût aussi de la communication, elle est, en tout cas, quand vous comparez dans la sous-région, ce n'est pas aisé pour tous les Togolais de s'acheter du crédit. Donc, il faut quand même que, au-delà des discours, quand même qu'on pense véritablement à régler ce problème pour l'intérêt des Togolais. D'accord. Marc, je voudrais quand même placer un mot aussi avant qu'on termine sur la question, c'est que aujourd'hui, le problème est à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau du ministère, mais également au niveau des opérateurs. Parce qu'au niveau de la qualité de service, même de la qualité du service client de nos opérateurs, il y a un problème. Vous avez un problème avec votre Internet, ou vous avez un problème, par exemple, avec votre téléphone, vous vous rendez dans une agence, il faut des fois 1, 2, 3 mois avant que ces différents opérateurs-là ne règlent ces problèmes-là. Il y a véritablement toute une réforme à faire dans le secteur. On nous a parlé de cette réforme depuis bientôt 3 ans, que l'idée court, mais on a du mal à sentir, à savoir si cette réforme est en train de s'opérationnaliser et quel en est le résultat réellement. Et donc, pour moi, il est important aujourd'hui que chacun prenne la mesure de cette situation. Je ne voudrais pas revenir sur le cas de Madame la ministre qui ne veut pas répondre aux parlementaires. C'est érigé aujourd'hui en règle de 3 chez nous. Le Parlement n'a pas le respect qui lui est réellement dû. Ça fait que n'importe qui peut refuser de se présenter comme au Parlement, comme on le voit dans les grandes démocraties. C'est vraiment dommage. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si Ildefonse veut acheter un mot, mais je voudrais quand même qu'on passe à un autre sujet rapidement, puisqu'on a que 8 minutes maintenant pour évoquer ce qui arrive à notre confrère de l'alternative, Robert Avotor. On en avait parlé la dernière fois lorsqu'il a été molesté par les forces de l'ordre. Le journal Alternative tente en vain de porter plainte dans cette affaire, puisqu'il n'y a personne pour recevoir la plainte du journaliste et de la rédaction de l'Alternative. Et depuis hier, le directeur de publication du journal Alternative, Ferdinand Ité, porte à notre connaissance que, eh bien, finalement, son journaliste est beaucoup plus menacé que jamais. Il a fait un posting sur Facebook hier, dans lequel il déclare que depuis quelques jours, Robert Avotor, journaliste à l'Alternative, agressé et torturé par des gendarmes lors d'un reportage, fait l'objet de menaces et d'intimidations. Des individus à bord d'une voiture banalisée se sont rendus dans son quartier pour identifier formellement son domicile. Il reçoit régulièrement des coups de fil anonymes qui tentent de le dissuader de porter plainte. Depuis plus d'une semaine, le secrétariat du procureur de la République refuse de recevoir les 2 plaintes qu'il a déposées, l'une contre la brigade
de gendarmerie de Sabado et l'autre contre le gendarme Ramadan de la brigade de Zanguera qui l'a torturé. Pendant que la justice refuse de le protéger, les criminels, eux, sont à ses trousses pour le liquider. Ce soir, c'est hier où il postait, donc hier soir à 19h15, alors qu'il était sorti de chez lui pour acheter du pain au bord de la route à Sagbado, une 4x4 avec à bord des individus l'a poursuivi et l'a renversé avec sa moto avant de prendre la fuite. Le confrère publie d'ailleurs la photo de notre confrère Robert Avotor, à peine sorti de l'hôpital avec des sutures sur le crâne. La vie de ce journaliste est en danger suite à, juste parce qu'il a décidé peut-être de porter plainte contre ces gros. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème? On parle de l'escadron de la mort là. Oui, mais ça me fait rappeler les situations désastreuses que les journalistes ont vécues dans le même pays il y a des années. Et si on nous dit que nous sommes dans une république où la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté de se regrouper, la liberté de presse est de mise, aujourd'hui je me rends compte que cette liberté-là est en péril. D'abord, je ne comprends pas pourquoi sur un lieu de reportage, un journaliste, et là je parle en tant que patron de presse, oui, un journaliste qui se présente, d'abord, qui est en gilet, je dirais que ça ne veut rien dire, mais qui présente sa carte de presse et qu'il est identifié par les forces de l'ordre comme tel, ne devait pas être l'objet de ce qui était arrivé là. De violence. De violence. Et là, je condamne. Il faut qu'on condamne cela. De deux, dans un État, le seul recours d'un citoyen, c'est la justice. Mais si on se rend compte aujourd'hui que la justice refuse la plainte d'une victime, ne serait-ce que recevoir la plainte. Ne serait-ce que recevoir juste la plainte. Mais, au fait, c'est monnaie courante au Togo. Je me rappelle en 2005, et Cassit peut en témoigner, les victimes qui se sont constituées pour déposer plainte contre X ont vu leur plainte rejetée. Et c'est bizarre que la Cour de la CEDEAO a finalement enrôlé les plaintes et a condamné l'État togolais pour violation à la justice. Donc vous voyez, moi c'est ce qui me dérange dans mon pays, où une victime qui doit se réfugier à la justice se voit être virée par cette même justice-là. Ce matin, j'écoutais une station de radio sur laquelle on posait le problème et j'ai été non seulement scandalisé, mais finalement j'étais heureux de ce que c'est le procureur de la République lui-même qui a envoyé un texto, je ne sais pas si, puisque c'est ce que j'ai cru entendre, qui a envoyé un texto à deux confrères ou bien à un confrère qui dit maintenant que son bureau est ouvert pour recevoir la plainte. C'est des choses... Est-ce qu'il faut dénoncer d'abord? Bon. Moi, je sais que dans certaines situations... Une chose, c'est de recevoir la plainte, une autre, c'est de l'instruire. Voilà, de l'enrôler. De l'enrôler, l'instruire véritablement et faire le boulot derrière. Voilà. Donc, il faut dénoncer ces genres de choses, parce que c'est pas bien. Merci beaucoup, Ildefonse. Marc, sur ce même sujet. Moi, j'ai l'impression que ces 2 semaines, on est en train de prendre un recul, parce que quand je vois tous les efforts que mon pays a fait pour se hisser à un certain niveau, en matière de promotion de la liberté d'expression, de la liberté de presse, de la liberté de penser, je suis outré qu'on en vienne au fait où des militaires peuvent, pour une raison X ou une raison Y, passer à tabac et même torturer dans les conditions que notre confrère a décrit, un journaliste, qui plus est dans l'exercice de son métier. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que moi, depuis un certain temps, il y a eu même, je me rappelle, des confrères qui ont été agressés, si je ne sais plus trop, des ADECON et tout. Il y avait eu des réactions promptes du ministère de la Sécurité, qui est muette aujourd'hui sur cette question depuis qu'on en parle. En tout cas, il n'y a pas encore de des ministères dans le lot de l'administration publique. Il semble qu'on est actif à ce niveau. Voilà, qui est actif, qui est proactif, qui réagit. Mais depuis que cette histoire d'agression est arrivée, on a du mal, en tout cas, à avoir la version de ce ministère-là. Ce ministère ne réagit pas. J'essaie même de les contacter, mais jusqu'alors, il n'y a aucune réaction de ce ministère sur ce qui s'est réellement passé. Et de voir qu'encore plus grave, que la justice refuse d'enrôler la plainte d'un citoyen qui
sur qui les forces de l'ordre font un abus, je me demande si ceux aujourd'hui qui tiennent les règles, c'est-à-dire au niveau de la justice, c'est-à-dire les responsables de ces gendarmes-là, se rendent compte de tous les efforts qu'il a fallu que ce pays fasse pour en arriver là aujourd'hui en termes de liberté d'expression. Le Togo qui était de la 133e place il y a encore quelques années. Oui, dans le Togo avait été appelé, rappelez-vous, on dit le prédateur de la presse, c'est le Togo. Qui est passé il y a ces quelques années, on stagne autour de la 80e place. Je me dis, qu'est-ce que ces personnes-là veulent aujourd'hui pour notre pays? Est-ce qu'ils veulent qu'on prenne encore un recul ou est-ce qu'ils sont en train de travailler? Parce que l'idée générale aujourd'hui, tout ce qui se dit dans les discours, que ce soit des autorités, que ce soit du gouvernement et tout, c'est que le pays doit avancer, le pays doit prendre sur la question des libertés civiles, de la liberté d'expression, le pays est en train d'avancer. Mais quand on pose de tels comportements, qui à mon avis sont signes de recul, je suis inquiet. Mais quand l'autorité ne réagit pas, je suis encore plus inquiet et outré même que quand on agresse un journaliste, que l'autorité soit muette depuis là, qu'il y a des dénonciations, qu'il y a des dénonciations des organisations de presse et tout, que l'autorité ne réagisse pas, c'est inquiétant. Michel, sur le sujet, on a vu en France un simple citoyen qui a été agressé par les forces de l'ordre de sécurité. On a vu tout le tollé, on a vu le chef de l'État français qui est allé au chevet de ce citoyen-là, et on sait ce qu'il en découle aujourd'hui. Ici, il n'y a rien, et maintenant, pour chaque journaliste, on le balance presque. Est-ce que ça n'y a pas un souci là? Malheureusement, on a jusque 45 secondes, après je vous donnerai la parole à la reprise sur le sujet. Allez-y. Donc, je pense qu'on doit être inquiet actuellement. On doit être inquiet. Tous les séminaires pour approcher, en tout cas pour faire comprendre aux forces de sécurité qui doivent travailler, main dans la main avec les journalistes, tous ces ateliers-là n'ont servi à rien. Ça veut dire que sous cet aspect-là, il y a beaucoup de choses à faire encore. Sinon, quand même journaliste se transporte sur un lieu de reportage, il n'est pas normal. Vous voyez les images en Europe, et aux États-Unis partout, même dans les gaz lacrymogènes, il y a des journalistes avec leurs caméras, leurs micros, qui sont en train de faire leur travail. Ils ne sont jamais inquiétés par les forces de sécurité. C'est que chacun est dans son rôle. Mais ici, certains agents de force de sécurité ou de l'ordre trouvent que confondent les journalistes aux terroristes. C'est-à-dire quand on dit que vous êtes journaliste, déjà, il est mal à l'aise. On ne comprend pas jusqu'à ce qu'un jour, lui-même soit dans une situation où il a besoin de la presse. En ce moment-là, il trouve que les médias font un travail. On va revenir tout à l'heure sur le sujet pour en débattre avec vous. Merci beaucoup Michel. Marc et Ildefonse se retrouvent tout à l'heure pour la seconde partie de Taxi Presse. Du Taxi Presse avec Ildefonse Apaki, Marc Aboflan et Michel Tchaga. Michel, c'est vous qui avez la parole. On évoquait donc la situation de violence contre les journalistes, le cas beaucoup plus de notre confrère de l'Alternative. Et nous venons d'apprendre quand même que le ministre Yag Damran a reçu ce matin le directeur de publication du journal Alternative, le journaliste concerné, Robert Avotor, le patron du CONAP, non, de l'OTM, Aimé Lebon, et puis notre confrère Abi Alpha. Je pense quand même que c'est pour quand même calmer la tension un petit peu. Ah oui, je pense que quand vous connaissez un peu le colonel Yak, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'égards envers les journalistes. Il a démontré à maintes reprises, mais nous ne comprenons pas pourquoi dans la chaîne de commandement, à la base, il y a des éléments qui vraiment éprouvent des difficultés à travailler sur le terrain avec les journalistes. C'est pourquoi moi je dis que au-delà de tout, aujourd'hui, c'est peut-être faire en sorte que ceux qui ont poursuivi le confrère hier et qui l'ont percuté, ils ont pris la fuite. Même si le ministre a reçu le confrère, c'est de faire en sorte que les coupables de cet acte ignoble soient démasqués et subissent la rigueur de la loi. C'est très important parce que demain, aujourd'hui, c'est le confrère Avotor, on ne sait pas demain c'est qui. Et donc si nous ne réagissons pas, si nous ne mettons pas en garde ceux-là qui sont tapis dans l'ombre et qui trouvent que nous faisons un travail qui vraiment les gêne, on va subir après. Donc aujourd'hui,
je suis content que, vous l'avez dit, le procureur, on ne sait pas si c'est lui-même qui a envoyé SMS à un journaliste en direct sur un média de la place qui le lisait, disait qu'il est prêt à prendre. C'est bien. C'est bien aussi que le ministère ait reçu le confrère, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Oui, quelle suite donner finalement à que la justice vraiment fasse correctement son travail, aille jusqu'au bout, et que pour décourager, en fait, c'est pour décourager les éventuels candidats qui peut-être sera tenté à encore porter atteinte à la dignité de nous les journalistes que nous sommes. Donc, à partir de cette affaire, et qui n'est même pas la première, parce que de par les années passées, on a aussi vécu des situations similaires où des forces de l'ordre sont pris aux journalistes d'une manière gratuite. Donc, il faut que ça cesse à un moment donné. Aujourd'hui, ce cas doit nous interpeller à agir avec la dernière énergie pour que finalement, que les gens, comme la démocratie a des exigences, la liberté de presse, il y a des gens qui l'animent et ils doivent quand même bénéficier de conditions de sécurité minimum pour pouvoir les permettre de faire correctement leur travail. Bon, avant on parle des éléments incontrôlés, Ildefonse qui agissent de cette façon-là, mais maintenant on se rend quand même compte qu'il y a des gens qui ont peut-être quelque chose contre la presse finalement. Oui, c'est la lecture que nous faisons. Et puis quand vous faites allusion aux éléments incontrôlés, je me rappelle la période de feu le général et Edouard. Mais ce qui m'intriguait à l'époque, c'est que l'institution la plus disciplinée au monde, c'est l'armée. C'est pourquoi certains l'appellent la langue muette. Et mais si au sein de cette armée-là, on se rend compte qu'il y a des incontrôlés, surtout au Togo, qui agissent sans être punis, vous voyez que ça continue toujours. Les deux confrères ont fait état de tout ce que nous avons enregistré par le passé. Aujourd'hui, comme Michel l'a dit, il faut dissuader tous ceux qui auront l'intention de s'en prendre à un journaliste que ce soit. Mais pour ma part, ce que je sais... C'est pas normal de s'en prendre à un citoyen, pas que les journalistes. On n'est pas des super hommes, des super citoyens. Vous savez s'en que... prendre à tout citoyen dans la rue, c'est pas normal. Et puis, je voudrais rappeler que, peut-être nous le disons, il y a des journalistes qui ne sont pas aimés, par leurs propos. Et tout citoyen n'est pas obligé d'accepter ce que le journaliste dit. Parce que nous avons des divergences dans l'exercice de notre profession. Nous ne concevons pas les choses telles qu'elles sont pour la plupart du temps de la même manière. Mais ce que moi je dis, c'est que, et comme je l'ai dit la dernière fois le 5 février, moi, je ne demanderai jamais pardon à une vérité que j'ai dite. Quel que soit ce que ça m'a... Oui, moi je l'ai dit et je le maintiens. Alors, je constate amèrement que c'est dans notre pays que le chef de l'État a pris la résolution d'aller marcher à Paris pour... vous savez, Charlie, ça c'est pour des journalistes, c'est pour condamner l'acte. Alors, en tant que premier magistrat, il faut que lui aussi, il s'y met. Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à un citoyen français qui a été, rossé par la police. Et j'ai vu Hollande qui s'est transporté là à son chevet. Il faut que des mesures soient prises pour que les choses aillent pour le mieux. Dans ce pays-là où on nous parle de réconciliation, on nous parle de civisme, on nous parle de pardon. Vous ne pouvez pas aligner les trois mots-là et que les actes qui sont posés soient en contradiction avec ces choses-là. Il faut dissuader ceux qui sont auteurs de ces choses et qu'ils subissent la rigueur de la loi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parfait, très bien. On va aborder un autre sujet, et beaucoup plus politique. Je rappelle juste aux auditeurs que lorsqu'il sonnera à 12h30, on leur offrira encore l'occasion d'appeler, de poser des questions ou de réagir par rapport à un sujet que nous développons, que maintenant l'habitude de le faire, le lundi, le mercredi et le vendredi prochainement. Alors, Marc, nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères en fin de semaine dernière. Robert Doucet était en Allemagne. Il a profité de l'occasion forcément pour pouvoir placer un mot
à une chaîne allemande, Deutsche Welle, que nous connaissons tous. Mais avant de revenir là-dessus, sur cette déclaration que je vous propose de disséquer ce matin, nous allons écouter le ministre. Il est revenu beaucoup plus sur la question des élections locales, d'ailleurs traité ce matin par la plupart des journaux dans les kiosques, et puis sur l'avenir, peut-être, hein, du chef d'État Faure Gnassingbé. On écoute Robert Doucet. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, le chef de la diplomatie togolaise, donc en visite en Allemagne, qui fait une telle déclaration. On va d'abord s'intéresser à la question liée donc aux élections locales. Marc Aboflon, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dissonance au niveau du gouvernement togolais? Parce qu'on a écouté récemment le ministre Payadoa Boukessi, qui se donnait jusqu'à l'année prochaine pour les élections locales. Et quand le ministre Robert Doucet nous dit que d'ici la fin de cette année 2017, est-ce que ça ne pose pas un problème? Le confrère Liberté ce matin évoquait, est-ce qu'on est sincère au niveau du gouvernement togolais ou bien on veut seulement embobiner la diplomatie allemande pour pouvoir peut-être arracher quelque chose encore peut-être sur le plan économique, on ne sait pas grand-chose. À mon avis, c'est en réalité ça, parce que Robert Doucet, qui lui est un diplomate, va en Allemagne justement pour obtenir des facilités pour son pays. Et manifestement, on se rend compte que ce qu'il a dit n'est pas un langage de vérité, parce que nous qui sommes au Togo, nous qui sommes en contact permanent avec la réalité, on est tous d'accord que des élections locales ne sont pas tenables dans notre contexte actuel. En tout cas, du moins, pas avant la fin de l'année 2017. Et au sortir du fameux atelier sur la décentralisation qui a été organisé, les participants s'étaient entendus pour l'organiser en 2018. C'était le délai tenable que les participants ont tenu. Et donc, c'est avec surprise que j'écoute le ministre Robert Doucet sur la question au micro de la Deutsche Welle. Et on a l'impression, quand vous suivez tout son discours du début jusqu'à la fin, qu'il n'aborde pas avec franchise toutes les questions essentielles. Parce que aujourd'hui, quand il parle de la limitation de mandat, par exemple, et qu'il dit que son président a une position là-dessus sur laquelle il ne voudrait pas revenir, sans pour autant se permettre de rappeler la position du président sur la question. On le voit aussi déclarer que le président de la République ne va pas rester au pouvoir à vitam aeternam. Je ne suis pas sûr que le président de la République partagerait le même avis lui-même avec lui-même. En tout cas, on se rend compte que sur cette question de décentralisation, il y a désormais un double langage. Le ministre de l'administration territoriale qui dit une chose, son collègue des affaires étrangères qui dit autre chose. Mais on sait aujourd'hui que le Togo n'a pas forcément les moyens d'organiser des élections locales, parce qu'on a déjà dans les 3 prochaines années à venir 3 échéances importantes. Et quand on sait qu'on a besoin d'un minimum de 12 milliards de francs CFA pour organiser chaque échéance électorale, on en a 3. Il faudra forcément à un moment donné ou un autre aller vers ses partenaires, notamment l'Allemagne, qui a déjà soutenu, de par le passé, le processus de décentralisation chez nous. Et quand aujourd'hui on ne tient pas un langage de vérité à ces partenaires-là, je me demande si ce n'est pas déjà se fermer des portes qu'on devrait normalement rester gardé ouvert si on veut justement réellement aller vers ce processus des élections locales. Michel, est-ce que ça c'est un langage de vérité quand on écoute Robert Doucet? Quel est le sentiment qui vous anime quand vous l'écoutez à peu près? Non, je pense que j'ai été un peu surpris par ces propos, parce que il n'y a pas très longtemps, lorsque l'atelier du Ashkroun avait pris fin, et il y a certains acteurs politiques et de la société qui avaient demandé au ministre de l'administration territoriale de les situer à peu près combien de temps il faudra mettre pour organiser ces élections locales. Il avait parlé de 17 ou 18 mois. Oui. Par rapport au mois où le séminaire ou l'atelier de la société s'est déroulé,
quand vous comptez 18 mois, ça veut dire que nous sommes déjà en 2018. Mais bon, je ne sais pas si, entre-temps, le gouvernement s'est rendu compte que c'était faisable avant les 18 mois. Oui, théoriquement oui, puisque le ministre dit que des instructions ont été données. Voilà. Le ministre mais Payadou si aussi dans ce sens-là. Oui, donc en réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque il dit que le chef d'État a donné des instructions. Donc ça veut dire que quelque part, on veut presser les choses. Mais pourquoi ça doit être gardé au secret jusqu'à ce qu'on le dise en Allemagne? Bon, vous savez les Togolais doivent être au courant. On a pris quand même l'habitude au Togo maintenant de parler à l'étranger. Non, mais je ne trouve pas ça bien. C'est pas nouveau. Ce n'est pas si vraiment on a la volonté d'aller, ce qui est une bonne chose, mais qu'on le dise aux Togolais. Pourquoi c'est à l'étranger que les Togolais doivent apprendre des nouvelles de leur maison? Je ne trouve pas ça très bien. Mais bon, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que si réellement c'est possible de les organiser avant la fin de cette année, mais je ne sais pas qui ça dérange. Non. Parce que dans le cas d'espèce, il y a beaucoup de choses qu'on nous avait dit, que ça devait être fait avant d'aller véritablement à cette élection. Et c'est là l'interrogation. C'est là l'interrogation. Si le temps matériel permet à effectuer toutes ces tâches-là, mais tant mieux. Mais non, bon, je pense qu'ils sont conscients. Ça dit que il y a longtemps, il y a des dizaines de décennies, on n'a pas fait d'élections locales. Et c'est pour beaucoup de Togolais, c'est la première fois qu'ils vont participer à ces élections-là. Mais ça doit être fait dans les règles de l'art pour faire comprendre aux Togolais comment ça doit se passer, les découpages. C'est pas aisé tout ça là. Et avant d'aller, mais si entre-temps, le gouvernement a compris que bon, ça pouvait se faire, mais encore ça se fasse dans de bonnes conditions. Sinon, tout le monde sait que les élections locales, elles doivent arriver. Mais si aujourd'hui on nous dit que c'est avant la fin de l'année, et quel ministre a dit, le ministre des Affaires étrangères, ça veut dire que quand il sort de chez nous, il devient en quelque sorte porte-parole du gouvernement. Donc, nous devons nous tenir à ces propos. Et donc, avis à tous les partis politiques d'être dans les starting blocks. C'est parti. Ah oui, l'annonce officielle, on peut le prendre comme une annonce officielle finalement, hein, Ildefonse. Non, mais moi, je voudrais faire quelques observations avant de répondre concrètement à ta question. J'observe que, vous l'avez dit, et moi je reviens là-dessus, que les bonnes intentions sont annoncées hors du Togo. Et moi, ça me choque. Ça me choque en tant que citoyen togolais de savoir que les élections dont on nous a parlé, qui ne devaient pas être organisées avant la fin de 2017, comme le ministre Payadou l'a dit, et tout le monde savait que les élections n'auront pas lieu en 2017. Alors, on s'est rendu compte que l'élève a bien appris la leçon et nous annonce la bonne intention. Celle qui nous dit maintenant que contrairement à ce que son collègue de l'administration territoriale a dit, lui confirme que les élections auront lieu avant, et il dit même avant la fin de l'année. Ou alors, on est en face d'un gouvernement qui navigue à vue, ou alors on a affaire à des bluffeurs, ou alors on joue avec le destin du peuple. Parce que la loi dit, quand vous avez cette charge, quand vous avez ce poste de responsabilité, vous devenez en même temps un exemple. Moi, je ne comprends pas pourquoi au sein d'un même gouvernement, les ministres parlent d'une voix discordante sur le même sujet. Avons-nous encore des gens sérieux en face? Entre-temps, les choses peuvent évoluer. Maintenant, j'en viens. Puisque c'est l'année dernière qu'on a parlé de 18 mois. On est en février 2017. Peut-être que le gouvernement, comme Michel a dit, a réussi quand même à rassembler certains éléments qui lui permettent aujourd'hui d'affirmer que les élections locales auront lieu avant la fin de l'année. Vous savez... Donc, avis aux partis politiques. J'avais la chance hier avant-hier d'écouter, je reviens encore là-dessus, le groupe parlementaire de l'ANC. Oui. Et sur ce sujet justement, puisque la question a été posée,
un député de l'ANC qui disait que lors de l'étude du budget, exercice 2017, on parlait de 4 milliards. Pour les élections? On n'a même pas précisé. Et c'est là où le bas blesse. Il était dit, on m'a dit. C'est comme le président de la Hague dit, on m'a dit de... Alors, il revient à la charge. Il dit, on m'a dit de réserver 4 milliards. Pourquoi faire? J'ai encore la bande que j'ai réécoutée ce matin avant de venir à l'émission. Il ne dit rien. Il dit, on m'a seulement dit de réserver 4 milliards. Autant on a de l'argent, on ne veut pas solutionner ces besoins sociaux dont nous avons tant demandé qu'on en fasse, Les 4 milliards sont dus à quoi? Et c'est maintenant qu'on se rend compte que, quelque part, puisque moi je sais, depuis quelques années, que le budget comporte des dépenses fictives. Et ces dépenses fictives, quand vous ne dépensez pas le truc, elles sont reversées à qui? Un exemple. La période où le professeur Nilevi était ministre des Médias, à l'époque. Alors, c'était la période du délestage. Et le ministre nous disait qu'il avait besoin de 10 milliards pour solutionner le problème du délestage. Et je me rappelle, j'étais allé avec le confrère Ferdinand chez lui, on discutait, et on lui a posé la question de savoir, professeur, où est-ce que vous allez trouver ces 10 milliards? Il dit non. Tous les budgets qui sont votés, il y a des dépenses fictives. Et lui, il peut réussir à avoir les 10 milliards. Allez-y poser la question au professeur Nilevi. Il a pu réussir. Il a pu réussir à avoir les 10 milliards. Et donc, ce qui veut dire que quelque part, sans vouloir dire aux Togolais que nous allons presser les choses, on a juste à arranger les choses. On annonce à l'étranger les bonnes intentions, en contradiction avec, et puisque c'est tout ça là, toutes ces décisions sont prises en Conseil des ministres. Et c'est là où je dis que ça me dérange un tout petit peu, que sur le même sujet, on a des avis différents, des avis qui divergent. Même si, par après, on a pu réussir à avoir de l'argent, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'annoncer? Parce que je crois que les élections que nous avons en vue, il faut qu'on remette au point la CENI. Oui. Il faut revoir le problème du découpage électoral. Il faut revoir le problème de la liste électorale. Le chantier est énorme. Oui. Et donc, le délai, là... Je suis surpris qu'ils disent que c'est avec la liste électorale de 2015. Puisqu'il a dit, on vient d'avoir une élection en 2015 et que... Non. Elle n'a pas été contestée. Ça aussi, c'est unique. Et la date qui sera fixée, y a-t-il pas eu de décès pour purger la liste? Oui, pour qu'on sache. La révision, ça se fait. Oui. Ça se fait. Il faut tout ça. Et on va le faire en combien de temps? Je suis un peu désolé que les choses se passent comme ça. Oui, j'aimerais quand même me réagir sur la question de révision, parce que y a dans la loi électorale, ça se dit que la liste doit se faire tous les 5 ans. Une liste doit se faire, c'est quand c'est moins de 5 ans qu'on peut procéder à une révision. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la liste qui est établie aujourd'hui, c'est une liste qui date de 2013, qui a été révisée en 2015. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne va pas aller, on va aller forcément à l'établissement d'une nouvelle liste qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Théoriquement, on ne sait pas finalement quel langage on est en train de nous parler, Michel. Si c'est un langage de sincérité ou on est en train de bluffer la communauté internationale. Non, c'est le gouvernement. Je ne pense pas que le gouvernement puisse prendre le malin plaisir de nous tromper. Sauf que moi, qu'est-ce qui parle là? Oui, moi je dis une chose. Le gouvernement, ça fait 200. Parce que, oui, ça fait 200, mais à des dates différentes. Ça veut dire que c'est pourquoi je dis tout simplement que peut-être que les choses ont évolué sans que nous les petits Togolais, qu'on soit au courant, peut-être. Sinon, si on nous a parlé en temps de 17-18 mois, ce qui mathématiquement va jusqu'en 2018, et aujourd'hui, en début d'année 2017, on nous dit qu'on fera les élections avant la fin de l'année, mais ça veut dire que ils ont reçu peut-être certaines garanties. Ils ont peut-être fait un planning et
ils se sont rendus compte que on peut réviser la liste électorale, on peut réformer la CENI, on peut faire les découpages. Parce que rappelez-vous, je pense qu'il y avait une commission, comme le ministre Bara était lui-même à ils avaient fait, ils avaient monté une commission qui a travaillé pendant 6 mois, qui a rendu son rapport. Peut-être dans ce rapport, il y a beaucoup de choses, puisque après le rapport là, on ne l'a jamais mis sur la place publique, on ne sait pas concrètement cette commission a fait quoi. Peut-être que ça se trouve dans un tiroir quelque part. Ils se sont rendus compte que c'est faisable. Parce que mettez-vous à leur place si vraiment ce que Robert Doucet a dit, le professeur Robert Doucet a dit, si c'est un mensonge d'État, vous voyez ce que ça... Mais c'est pas sérieux là. Nous sommes suivis, nous sommes un pays où les gens nous écoutent, nous avons le corps accrédité ici, les gens, mais un ministre ne peut pas taper dans sa poitrine, avancer une information aussi importante comme ça sans que préalablement ça soit discuté à un niveau aussi élevé. C'est pourquoi moi je le crois. Parce que je doute que le gouvernement puisse nous tromper, c'est pas possible. D'accord. Je vais quand même vous rappeler avant de vous donner la parole. Rappelez aux auditeurs que maintenant ils peuvent appeler sur le 93 96 99 99. Ils ont droit de se prononcer quand même sur les sujets que nous développons ici en studio ou de poser une question au plateau. Oui, Ildefonse. Oui, mais moi je vais choquer peut-être ou scandaliser Michel par rapport au fait qu'il faut croire au gouvernement togolais. Moi j'étais toujours sceptique. Et je le dis. Oui, c'est votre droit, de toute façon. Vous savez, je prends juste le chef de l'État, puisque c'est lui le chef de la famille togolaise. Je le prends au mot pour dire à Michel de faire extrêmement attention. Lorsque sur la radio FM Liberté, il disait qu'il fera les réformes avant la présidentielle de 2010, oui. Est-ce que ça a été fait jusqu'aujourd'hui? Alors c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Moi, quand on me pose la question, je dis je suis sceptique. Je suis plus que Saint Thomas. Je voudrais voir ce gouvernement-là avant que vous croyez réaliser, parce que les propos, qu'est-ce que les propos sont si les actes posés ne reflètent pas ce qui a été dit? Non. Alors, vous voyez un tout petit peu ce que ça donne même des frissons, parce que c'est venu du premier Togolais. C'est grave. D'accord. Ça vous fait sourire tout ça, Marc? Non, mais quand mon confrère Michel croit fermement que tout ce que disent les membres du gouvernement togolais... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut les prendre pour argent. Il faut pas me prêter des expressions. Je n'ai pas dit tout ce que le gouvernement dit. Parce que je trouve que l'organisation des élections locales que les Togolais attendent de tous leurs vœux, le gouvernement ne peut pas nous dire que nous allons faire ces élections-là à tel moment et que ça soit une blague. C'est de ça les questions. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'actuellement, si on peut analyser pour voir si ce délai qu'on nous dit est tenable. Mais puisqu'il a bien dit que les instructions sont données, ça veut dire qu'en amont, beaucoup de choses sont en train de se faire, de se préparer. Et nous sommes pratiquement fin février. Ça veut dire que nous avons encore 10 mois. Mais bon, je pense que s'ils veulent, s'ils ont la volonté politique, puisque l'opposition aussi de son côté, chaque matin, dans ses prières, évoque les élections locales. Donc, ça ne fait qu'arranger tout le monde. Il faut avoir le courage de dire aussi que pour avoir des élections locales, il faut pouvoir être à même de réussir les élections locales qui ne nous posent pas plus de problèmes qu'on en a déjà. Parce que aller vers les élections locales, c'est pour solutionner les problèmes de développement. Et donc, pour être à même d'avoir des élections qui solutionnent ces problèmes-là, il faut discuter ça et avoir en tout cas des solutions à des questions de base, comme le découpage même communal qui va se faire et sur la base duquel nous irons à ces élections locales. Aujourd'hui, cette question n'est même pas encore abordée. Il n'y a pas encore eu de proposition de loi. Quand est-ce que cette proposition de loi va être avancée? Quand est-ce qu'on va la discuter? Quand est-ce qu'on aura un consensus dessus? Parce que c'est aussi ça, malheureusement, le drame de notre pays. Il faut prendre du temps pour discuter et l'expérience a prouvé que ce délai de 10 mois, raisonnablement, n'est pas tenable. Maintenant, qu'un ministre de notre pays le dise sur une scène internationale, ça me fait sourire parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un haut responsable qui fait une annonce de ce genre
sur une scène. Ça a commencé avec le père de la nation, qui à plusieurs fois nous a dit qu'il ne serait jamais candidat en 2003, avant malheureusement de changer la constitution. Après lui, que ce soit le président de la République, que ce soit les différents ministres, on en a eu qui ont fait des annonces. Rappelez-vous le fameux discours d'Atakpamé où on nous a dit plus jamais d'impunité dans ce pays. Ça fait plus d'une semaine qu'un journaliste est agressé, mais on ne voit pas les auteurs, il n'y a aucune mesure aujourd'hui qui est prise contre cet auteur. Je voudrais simplement relever qu'il y a une duplicité entre le discours et les actes sur le terrain. Le discours est beau, mais les actes ont du mal à suivre. Et c'est pourquoi je suis sceptique quand on me dit qu'on aura des élections locales. Moi, je suis même sceptique sur le fait qu'on ait des élections locales avant la fin d'année 2018. Maintenant que Robert Doucet dise que ce serait possible avant 2017, je ne sais pas si on a un autre Togo dans lequel ces élections vont se passer, mais dans la terre de nos aïeux, je suis persuadé que non. Bon, d'accord. Alors, au-delà de cette question liée aux élections locales, on a aussi abordé, il a aussi abordé les réformes et puis la présidentielle et Faure Gnassingbé. C'est clair, pour lui, il ne restera pas au pouvoir éternellement, il partira un jour. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on aborde la question liée donc à la réconciliation, aux réformes politiques, puisque on a vu que dans notre pays, depuis quelques jours, il y a certains experts rwandais qui sont là pour coacher le HCRUM à pouvoir réussir sa mission de réconciliation. Est-ce que ça ne pose pas un problème fondamental? Une observation. Quand c'est le Rwanda, moi, ça me pose problème. Ça me pose... Non, mais ça me pose... Ils ont l'expérience. Non, ça me pose problème parce que le Rwanda n'est pas un exemple de démocratie. Mais le Rwanda a connu quand même la pire, ce qu'on appelle le génocide. Est-ce que les situations sont les mêmes? Non, je suis sérieux quand je le dis. Mais ce que j'ai pu remarquer dans le speech de Anastase Chiaka, c'est lui le chef de délégation, c'est qu'il est arrivé quand même à toucher du doigt certaines réalités togolaises et à dire ça là, ce que vous faites là, c'est pas bien. Au moins sur ce point, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur quel point? Non, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je voudrais faire juste une observation par rapport au fait que le ministre Doucet dit que le chef de l'État, qui vous dit qu'il ne partira pas. Mais je ne dis pas que c'est extrêmement grave. Mais je fais juste observer quand moi, je remarque que dans le Togo actuel, les choses qui se passent ne reflètent pas ou bien ne donnent pas l'impression de ce que le système, ou bien celui qui incarne le système là, ont l'envie ou bien la volonté de partir. Il y a ça. Vous avez parlé de réconciliation. Oui. Quand vous parlez de réconciliation, moi j'ai chaud au cœur de voir que ceux qui sont garants du respect des lois sont les premiers à violer ces lois-là. J'en ai pour preuve tout ce qui se passe dans ce pays-là. La fermeture des radios et télé. Si vous êtes garant du respect d'une loi, vous devez être le bon exemple. Depuis toujours, quand on a fermé X Solaire et les gens, on a dit que la loi n'autorise pas la RAC à fermer, même à censurer, article 26 alinéa 3. C'est une décision de la justice. Quand vous prenez la loi organique de la RAC même, l'article 58 ne donne pas ce pouvoir à la RAC, puisque la loi était claire. Les conditions de retrait de fréquence. Il y a aussi dans la loi organique de la RAC l'article 62, et ça on n'en fait pas allusion souvent, où la RAC peut saisir la justice. On m'a fait comprendre qu'on n'a pas écrit que la HAC doit saisir la justice. Donc il y a une nuance à ce niveau également. Non. Et ça aussi, il faut avoir le courage de relever ce sujet-là. Oui, bon, le débat, ça n'est pas beaucoup plus sur le cas LCF CTFM. Je suis désolé, excuse-moi, Ildefonse. Peut-être qu'on aborde la question liée donc aux réformes et puis à la réconciliation. Michel, par rapport donc à nos amis, nos frères rwandais qui étaient là pour nous aider à faire la réconciliation, qu'est-ce que vous en dites, vous? Non. Non, moi je suis pour que le Togo s'inspire. Ah, on me fait comprendre qu'il y a un auditeur. On va le prendre. Allô? Oui, bonjour, Georges. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour.
2016. Ce qu'on n'a pas vu. Non, ici nous sommes sur un plan politique. Et les Togolais attendent, tout le monde le sait, les Togolais attendent de tout leur vœu les élections locales qu'on n'a pas organisées il y a très longtemps. Et au niveau des acteurs politiques, au niveau même de nos partenaires, chaque jour que Dieu fait, il nous incite à aller à ces élections-là. C'est pourquoi après l'atelier de Hkroun, les gens, certains acteurs politiques ont exigé à avoir une date à peu près à laquelle ces élections pouvaient se tenir. Ils ont été soutenus par certaines associations de la société civile qui étaient là-bas. Et le ministre Bayadok Pessi a dit qu'il y avait certaines tâches préalables à exécuter avant d'aller à ces élections locales-là et que ça devait prendre 17 à 18 mois, si ma mémoire m'est restée fidèle. Mais maintenant que le ministre Doucet dit que c'est possible que des élections ont été données, que des mesures sont en train de se prendre pour que véritablement ces élections-là s'organisent avant la fin de l'année, mais je ne peux que les croire jusqu'à ce qu'ils me demandent par leur attitude qu'on n'a pas fait, on n'a pas organisé ces élections-là avant la fin de l'année. Je ne pense que c'est ce que le ministre Nyonfam a dit. Nous étions les premiers à le critiquer, à dire que, mais nous on était des naïfs dans ce domaine, on était des profanes dans le domaine des TP, mais que c'était pas possible d'organiser ces voilà. Donc, mais politiquement, s'il y a la bonne volonté, tout le monde attend ces élections. On les fait. Parfait. On va prendre notre auditeur. Ah, il est reparti malheureusement. Toutes nos excuses, il a attendu un moment. Donc, il est revenu, on le prend. Voilà. Désolé. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Nestor, nous vous écoutons. Oui, allez-y. C'est bien ça. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup. D'accord, on a compris l'essentiel. Je pense que sa question, ou bien bon, c'est une question, en fait, c'est une inquiétude. Mais elle est légitime. Parce que je le disais, nous voyons sur les images de certaines chaînes à l'international où dans les bombes lacrymogènes, les gens sont avec leurs caméras, leurs micros, leurs enregistreurs, tout ça là. Mais les forces de sécurité qui sont là pour maintenir l'ordre les évitent soigneusement parce qu'ils sont dans leur rôle. Mais ici, c'était une question de litige foncier. Démolition. Mais pourquoi les forces de l'ordre qu'on avait déversées sur les lieux pouvaient s'en prendre à notre confrère qui n'avait rien que peut-être son enregistreur ou je sais pas, ou son micro, son papier. Est-ce qu'il avait une bombe avec lui pour qu'il devienne aussi dangereux? Donc, ça veut dire que quelque part il se reproche parce que dans les histoires de litige foncier, on sait que le plus souvent c'est des abus. Certains sont puissants, ils veulent écraser les petits. Et bon, on ne veut pas que les journalistes ressortent ça. Je ne sais pas trop, hein, mais ce que l'auditeur est en train d'émettre comme inquiétude, mais il faut aussi voir de ce côté. D'accord. Avant que Défense n'intervienne sur le sujet, on a notre auditeur le dernier. Allô? Oui, bonjour. Merci bien. Nous vous saluons. C'est ça, monsieur? Très bien. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. D'accord. Il vous salue aussi. Nous vous écoutons. Oui.
Oui. D'accord. Merci beaucoup Grégoire. Nous saluons tous nos amis de Béidi. Alors, vous avez pris les leurs, on va faire des tours de table aussi. Oui, vous allez répondre à la question. C'est juste par rapport au confrère. Oui. Alors, il a dit, est-ce que la manifestation ou bien le truc était interdit? Non. Moi, je me dis, interdit ou pas, le journaliste est dans son rôle. Puisque c'est lui qui doit dire, c'est interdit, mais les gens ont voulu faire. C'est lui qui montre, c'est lui qui parle. Donc, dans tous les cas, le journaliste est présent. Il doit informer, il doit éduquer, il doit conscientiser aussi. Et maintenant, revenons aux agents de la gendarmerie. Vous savez que dans la plupart du temps, on dit c'est la consigne qui a été donnée. Maintenant, si on refuse d'enrôler la plainte, comment saurons-nous si effectivement cet agent zélé-là, ou bien ces agents qui ont été dépêchés, ont reçu une consigne de quelque part? Non. C'est difficile à savoir en ce moment. Voilà. Et c'est compliqué. Très bien. Marc? Aujourd'hui, comme l'a souligné mon auditeur tout à l'heure, c'est difficile d'avoir confiance à nos différents responsables politiques parce que à plusieurs niveaux, à plusieurs moments, chacun et tous individuellement ensemble ont démontré qu'ils n'étaient pas dignes de confiance, qu'on ne pouvait pas apporter du crédit à leurs paroles. Il y en a très peu aujourd'hui dans le gouvernement dont on peut prendre les paroles pour dire. Je ne veux pas essayer d'en citer parce que... Et Yacine Alosso qui a annoncé la venue d'un troisième opérateur économique. Non, je voudrais peut-être citer ceux qui, aujourd'hui, dont on peut prendre leurs paroles comme une certaine réalité ou qui nous ont habitués à réaliser leurs promesses. Mais je fais le tour. Ça sera difficile d'avoir un ministre de ce gouvernement-là qui a fait tout ce qu'il a promis. Et malheureusement, c'est ça. Vous savez, dans les pays occidentaux, les gens ont évolué ou même ils suivent au mot ce que les ministres font, ce que les ministres disent. Et d'une certaine manière, les contraignent à tenir leurs promesses. Mais aujourd'hui, on a encore l'impression que nous sommes chez nous à une époque archaïque où n'importe quel kidam, fût-il membre du gouvernement, peut déclarer ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui va lui demander des comptes demain. C'est ça aussi, c'est pourquoi je pense aujourd'hui que c'est aussi une question d'éveil citoyen. D'abord, un rôle pour nos journalistes de rappeler à ces différentes personnes qu'à chaque fois qu'ils parlent, qu'à chaque fois qu'ils disent des choses, en leur qualité de membres du gouvernement, en leur qualité de responsables politiques, ils sont tenus à un moment donné ou un autre de le respecter, mais aussi aux citoyens de rappeler constamment à tous ces dirigeants, à tous ces responsables politiques qu'ils doivent jouer leur rôle comme il faut. Merci beaucoup Michel. Tout un dernier mot avant qu'on se sépare. Non, c'est... Aujourd'hui, une chose est claire. Ceux qui nous gouvernent doivent comprendre que les citoyens ont des besoins. Quand j'ai écouté 2-3 personnes, ça veut dire quoi dans leurs propos? En tout cas, qu'est-ce que leurs propos, le dominateur commun, c'est quoi? C'est que le gouvernement actuel, ce n'est pas un gouvernement qui doit être en place encore. Nous avons appris avant la fin de l'année que ce gouvernement doit être remanié. Oui. Et ça continue. Le début de l'année aussi, on a attendu, ça continue. C'est que ce gouvernement doit être remanié. Vous appelez le chef d'État à remanier le gouvernement? Oui, c'est-à-dire, nous, d'abord ce gouvernement... C'est pas vous qui l'avez appelé à... Non, mais il travaille pour nous. Mais attendez, il est homme, il a cette prérogative, c'est vrai, mais il travaille pour nous. Quand nous trouvons que... Ils sont pas bons. Certains ne tiennent pas. J'ai dit sur la trentaine, à peine 5 ou 6 ministres. Vraiment, mouille le moyen, ouais. Le reste, ils sont là. On continue. Oui. Donc, mieux il faut quand même bouger les choses.
donner espoir, relancer la machine gouvernementale. Vous voyez les conditions dans lesquelles ce gouvernement était né. Oui. Nous étions de ceux-là qui ont critiqué la manière où certains sont ministres à midi et ministres délégués le soir, d'autres qui n'étaient même pas ministres, le soir ils sont ministres. On avait dénoncé cela. Une bonne république, il y a certaines choses qu'on doit éviter. Donc, il doit comprendre que par rapport à ces élections locales, les gens sont tellement aux aguets. Et ça a eu, ces émissions-là, ça a eu de voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci beaucoup, Michel Tedja, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, et Ildefonse Apaki, la gazette du Togo.com, et Marc Aboflan, de Ligue d'Afrique.com. Merci à vous tous. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur les radios. D'ici là, portez-vous bien. Pleinement arigato. À très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.